Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu particulière. Nous allons chercher à comprendre comment certains philosophes de l'Antiquité, grecs en particulier, peuvent nous aider à comprendre et à analyser la crise écologique. Alors bien entendu, j'en entends déjà qui vont dire attention à l'anachronisme, hein, car il est évident que les philosophes qui ont vécu à Athènes ou autour d'Athènes il y a de nombreux siècles n'ont pas été confrontés à cette crise écologique. Mais c'est justement peut-être ça qui les rend intéressants. Et c'est d'ailleurs l'un des sujets de cette vidéo, c'est de comprendre comment des philosophes qui ont vécu il y a très longtemps peuvent nous aider à penser des problèmes actuels. Et dans cette optique, en fait, il s'agit de comprendre en fait comment on peut penser par soi-même, mais ne pas penser seul. Vous voyez, c'est deux choses différentes, penser par soi-même et penser seul. S'appuyer sur des philosophes antiques, ça n'est certes pas penser seul, mais ça peut nous aider à penser par nous-mêmes. Justement parce qu'ils ont vécu il y a longtemps, qu'ils ne nous traitent pas directement de nos problèmes actuels, peuvent nous aider à réfléchir un petit peu mieux. Hein. Pour reprendre l'expression de Bernard de Chartres, excusez-moi, dont j'avais parlé lors de ma vidéo sur la querelle des universaux, nous sommes des nains montés sur des épaules de géants. Hein. C'est-à-dire que voilà, nous pouvons nous appuyer sur ces philosophes antiques pour mieux comprendre et peut-être trouver des solutions à nos problèmes actuels. Alors, les trois philosophes sur lesquels je vais m'appuyer sont Héraclite, Aristote et Épicure. Et puis on va aussi parler un petit peu d'un mouvement philosophique qui s'appelle le scepticisme. Voilà. Alors on va commencer par par Héraclite, hein, dont voici le livre sur lequel je vais m'appuyer, enfin les fragments d'Héraclite. Alors Héraclite, c'est ce qu'on appelle un présocratique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vécu avant Socrate. Et comme beaucoup de philosophes qui ont vécu avant Socrate, on n'a pas ces œuvres complètes, il ne nous reste que des fragments. Ces fragments étant eux-mêmes des sources indirectes, puisque, on n'a accès à ces fragments que par des citations, c'est-à-dire d'autres auteurs antérieurs qui ont dit, ben voilà, Héraclite a dit ceci ou Héraclite a dit cela. Alors Héraclite, il est connu principalement comme philosophe du changement, le philosophe du devenir, le philosophe du mouvement. Hein. Une de ses citations, un de ses fragments les plus connus, c'est Pantarei, c'est-à-dire tout s'écoule, tout coule, tout change. Vous voyez, ou bien on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. C'est-à-dire que je peux me baigner dans une rivière aujourd'hui, je peux revenir le lendemain, mais ça n'est plus tout à fait la même rivière, ce n'est pas la même eau, et puis moi-même j'ai changé entre-temps. Donc c'est l'idée d'un monde qui change en permanence, et ça c'est particulièrement important en écologie, puisqu'on a compris, on sait depuis Darwin, que le vivant évolue. Le vivant évolue sans arrêt, hein, et que comment penser un monde qui change en permanence. Alors Héraclite ne nous dit pas comment penser un monde qui change en permanence, mais il nous invite à penser ce monde-là. Hein, et il attire notre attention donc, sur ce changement permanent, et donc il nous apprend à nous méfier des solutions ou des analyses, etc., qui sont fondées sur des choses bien statiques. Vous voyez, des idées, des entités, des concepts bien définis et qui étaient valables il y a 1000 ans et qui sont encore valables. Or, dans un monde qui change, il faut aussi des concepts qui changent, des concepts qui évoluent. Donc
C'est vraiment cette réflexion-là qu'Héraclite nous invite à mener. Donc, pour l'écologie, puisque l'écologie veut penser le vivant, et que le vivant évolue sans cesse, eh bien, il est pas mal de se souvenir d'Héraclite. Un autre fragment qui me semble intéressant chez Héraclite, c'est celui-ci: il faut éteindre la démesure plus encore que l'incendie. Alors là, ça c'est vraiment aussi très important, puisqu'en fait, donc ce que les Grecs appelaient la démesure, hein, c'était l'hubris, c'est-à-dire c'est l'ambition folle, c'est ce qui fait que Icare veut s'approcher du soleil et le fait tomber, parce que la cire qui tenait ses ailes fond au soleil, par exemple. Hein. C'est que la démesure nous fait faire des bêtises, en quelque sorte. Vous voyez, et la crise écologique est en grande partie provoquée par la démesure de certaines actions humaines, ces actions qui ne tiennent pas compte de leurs conséquences sur l'environnement. Donc, de la même façon qu'Icare chute, eh bien, nous nous mettons nous-mêmes en danger par une certaine démesure dans nos actions et dans nos décisions. Donc là, on voit encore que Héraclite, même s'il ne nous donne pas la solution, nous permet de penser une des causes, une des racines de cette crise écologique. Alors l'autre philosophe dont on va parler aujourd'hui, dans cette vidéo, sur donc la relation entre les penseurs grecs et l'écologie, c'est Aristote. Alors Aristote, c'est un immense philosophe. Contrairement à Héraclite, donc, qui était un pré-socratique, lui c'est un post-socratique, hein, c'est-à-dire qu'il a vécu après Socrate, hein, puisque Aristote a été un disciple de Platon, qui lui-même était un disciple de Socrate. Comme je vous l'ai dit, c'est un immense philosophe, on n'a même pas récupéré toute son œuvre, mais on va s'intéresser principalement à deux aspects de sa pensée. Et le premier aspect, qui est vraiment très important par rapport à l'écologie, c'est qu'Aristote raisonne toujours à partir du vivant. Contrairement à Platon, hein, et d'ailleurs Aristote s'est opposé à Platon là-dessus, Platon croyait dans un monde des idées, un monde des formes parfaites. Hein, et pour lui, c'était à partir de ce monde des idées ou des formes géométriques, hein, Platon était très inspiré par la géométrie, qu'il fallait penser. Aristote, lui, pense à partir du vivant. Donc c'est pour ça que dans le tableau de Raphaël, Aristote montre la terre, alors que Platon montre le ciel. Et il a écrit de nombreux ouvrages sur les animaux, qui montrent une grande observation, qu'il a passé beaucoup de temps à observer, ou à recueillir, à observer lui directement, ou à recueillir d'autres ouvrages d'observation, de biologie, on va dire, de l'époque. Hein. À l'époque, on parlait de la physis, hein, la nature. Donc il a écrit de nombreux ouvrages là-dessus. Bien entendu, ce qui est dit dans ces ouvrages n'est plus du tout, comment dire, ne correspond pas à nos connaissances d'aujourd'hui, qui sont bien plus précises, bien plus exactes. Mais ce qui est important, c'est l'idée de réfléchir à partir du vivant. Et donc, bien entendu, si on veut s'inspirer d'Aristote, mais rester moderne, rester contemporain, il faut s'intéresser à la biologie, à la théorie de l'évolution, à l'écologie, mais en tant que science, hein, donc la science des écosystèmes, la science des relations du vivant, la science des systèmes vivants, hein, et de la relation entre les vivants et leur environnement. Donc ça, c'est, voilà, si on veut comprendre les problèmes écologiques, il faut s'intéresser, comme Aristote l'a fait à son époque, à toutes les sciences du vivant. Donc ça, c'est la première réflexion qu'on peut avoir à partir d'Aristote. Et la deuxième, c'est que Aristote, alors là j'ai pris deux de ses ouvrages, hein, Éthica Nicomaque ou les politiques. En fait, il y a un point commun à la réflexion éthique et politique d'Aristote, c'est que, alors selon lui, la science ne permettait pas de trouver directement des solutions
aux problèmes politiques ou éthiques. Ce qui est vrai, par exemple, avec l'écologie. C'est-à-dire que la science ne nous donne pas directement des solutions aux problèmes écologiques. Il reste des choix techniques à faire, des choix politiques, enfin bref, il y a des choix à faire sur la base des connaissances scientifiques qu'on peut avoir. Et l'autre point enfin l'autre réflexion qu'il a par rapport à ces problèmes éthiques et politiques, c'est ce qu'on appelle la prudence. Alors la prudence, c'est pas une très bonne traduction, mais bon, ça vient du latin, mais c'est la traduction du mot phronésis en grec, phronésis, qui est un mot assez complexe, assez polysémique, mais qui globalement veut dire intelligence pratique ou sagesse pratique. Il se trouve qu'il a été traduit par prudentia en latin, et ce qui a donné prudence. Mais prudence peut donner l'impression qu'il ne faut pas agir. Alors, vous voyez, il faut être prudent, j'agis pas, je ne fais rien. C'est pas du tout l'idée d'Aristote. Aristote est un philosophe de l'action, un philosophe, oui, de la décision. Simplement, il faut être prudent dans nos décisions. Et ça nous ramène à une autre conception qu'il a des vertus. Et pour Aristote, la vertu, c'est un équilibre. Alors certains disent un juste milieu ou une mesure. Mais donc, faut comprendre cette idée qu'on est entre deux extrêmes, le manque et l'excès. Donc pour Aristote, l'action doit être guidée par cette vertu de phronésis, qui va chercher un équilibre entre le manque et l'excès. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait l'idée d'Héraclite, parce que l'excès, c'est l'hubris. Vous voyez ? Et on peut dire que le manque, c'est aussi une forme d'hubris. Il y a deux formes d'hubris, il y a deux formes de démesure. L'une qui est l'excès et l'autre qui est le manque total. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait appeler dans certains cas un esprit ascétique, pour reprendre le mot de Nietzsche. C'est-à-dire de dire mais je veux zéro ceci ou zéro cela. Et puis de l'autre côté, c'est l'infini. Or, dans la nature, si on réfléchit encore une fois à partir de la nature, il n'y a jamais de zéro, il n'y a jamais d'infini. C'est deux idées mathématiques, en fait, qui viennent des mathématiques, mais qui n'existent pas dans la nature. Et donc, quand on réfléchit à partir de la nature, eh bien, on n'est jamais ni dans le manque, ni dans l'excès. On est toujours dans l'entre-deux, on est toujours dans la nuance, on est toujours dans la subtilité, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puisque ça a des... On retrouve l'idée d'Héraclite donc de lutter contre l'hubris, contre la démesure, et de rechercher des solutions qu'on appellerait raisonnables. Oui. Donc ça, c'est pour Aristote. On verra tout à l'heure la bibliographie, ce que je vous recommande comme lecture là-dessus. Le troisième auteur, il vient encore après Aristote, c'est Épicure. Alors Épicure, il est connu comme étant le philosophe du plaisir, mais on va voir que c'est plus nuancé, plus subtil que ce qu'on croit. Excusez-moi, mais à force de parler, on a soif. Et puisqu'en fait, le plaisir, selon Épicure, ça n'est pas un débordement de jouissance, c'est tout le contraire. C'est plutôt une recherche de l'ataraxie. C'est assez proche là-dessus des philosophies orientales. Et pour chercher l'ataraxie, donc en fait, l'ataraxie, c'est la tranquillité d'esprit, vous voyez, et il faut rechercher l'absence de douleur. Et pour parvenir à ça, selon Épicure, et c'est là que ça devient intéressant, il faut en quelque sorte faire le tri dans ses désirs. C'est-à-dire que et on retrouve encore une fois cette idée de lutte contre l'hubris, etc. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ses désirs, en quelque sorte. Il faut faire le tri. Est-ce que mes désirs correspondent à des besoins naturels ? Donc il y a, chez Épicure, il nous dit...
Il faut en outre établir, par analogie, que parmi les désirs, les uns sont naturels et les autres sans fondement. Et que parmi ceux qui sont naturels, les uns sont nécessaires et les autres naturels seulement. Oui, donc, il nous invite à réfléchir. On ne va pas rentrer dans le détail de la philosophie du désir et des besoins chez Épicure, mais cette réflexion sur nos désirs et sur nos vrais besoins est très importante. Puisqu'en fait, on sait bien que la plupart des problèmes, des dégâts, je veux dire, qu'on cause sur l'environnement, bah en fait, ont pour racine l'hyperconsommation de notre société. La société consumériste, par essence, quasiment, c'est une société qui pollue. Et or, la société consumériste s'appuie sur justement une manipulation des désirs. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on rend désirables des objets dont on n'a pas vraiment besoin. Ou alors on rend désirable le fait, si on prend par exemple le vêtement. Le vêtement, c'est un besoin. On a besoin de se couvrir pour avoir moins froid, etc. Et donc on s'appuie sur ce besoin qui est naturel pour le transformer en besoin qui n'est plus naturel, ou en désir qui n'est plus naturel, c'est-à-dire la mode, le fait de devoir changer de vêtements sans arrêt, le fait de s'habiller de façon à être à la mode. Donc cette réflexion d'Épicure sur le désir et sur les besoins, là me semble vraiment fondamentale en termes d'écologie, en termes d'éthique écologique. L'écologie, c'est de la politique, mais c'est aussi de l'éthique. Et donc, moi je pense réellement que je ne serais pas surpris que dans les années qui viennent, Épicure redevienne à la mode par rapport à cette idée de relation entre le plaisir et les désirs, les besoins. Vous voyez, cette réflexion autour de ça. Et autre chose qui est assez intéressante chez Épicure, justement, c'est cette idée que parmi les besoins naturels, eh bien, il y a l'amitié. Il dit ça dans les maximes, pas dans la fameuse lettre à Ménécée dans laquelle il y a cette analyse sur les désirs, mais dans d'autres textes. Et il dit « De tout ce que la sagesse procure en vue du bonheur de la vie tout entière, le plus important de beaucoup, c'est la possession de l'amitié. » Alors l'amitié, bon là c'est pareil, la philia chez les Grecs, c'est un thème de réflexion en soi-même, mais je pense qu'on peut le traduire par les relations sociales. C'est-à-dire l'idée que, en fait, si on consomme beaucoup, c'est aussi parce qu'on ressent beaucoup de frustration, et que pour combler ces frustrations, on va consommer. Or, cette frustration vient aussi du manque de relations sociales. Quelqu'un qui a une vie sociale assez pleine, assez bien remplie par sa famille, ses amis autour de soi, etc., ses relations au travail, tout ce qu'on veut, mais avoir des relations riches, eh bien, il a moins besoin de consommer, forcément, parce qu'il ne ressent pas cette frustration. On va moins pouvoir manipuler ses désirs. Vous voyez, je disais tout à l'heure, c'est le but de la publicité, du marketing, que de manipuler nos désirs. Quelqu'un qui... Et d'ailleurs, souvent, on manipule nos désirs en nous faisant croire que si on achète tel ou tel objet, on aura de meilleures relations sociales. Vous voyez, si on achète telle voiture, on va pouvoir séduire des jolies femmes ou autres, donc avoir une forme de relation sociale, mais quand on nous vend des choses, on nous montre toujours un groupe d'amis en train de partager des bons moments, etc. Donc, si vous achetez tel ou tel produit, vous allez pouvoir accéder à l'amitié. Or, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est pour avoir des amis, c'est juste avoir de bonnes relations et passer du temps avec eux, quoi, vous voyez. Donc, donc on voit bien là, il y a chez Épicure donc toute cette réflexion vraiment très importante sur quels sont nos vrais besoins, quels sont donc aussi nos vrais désirs, l'importance donc des relations sociales. Pour finir, un point assez important aussi, c'est qu'Épicure, c'est un penseur matérialiste. Ça nous ramène à Aristote et à l'étude de la nature. C'est-à-dire que Épicure, c'est pas quelqu'un qui va nous inciter à
avoir des pensées très abstraites ou avoir des idéaux très abstraits. Euh, c'est un philosophe du monde réel. Ça me semble aussi très important par rapport à, à l'écologie, qui est parfois manipulée, hein, pour faire la promotion de théories un peu, comme on dit, un peu New Age, hein, avec des conceptions un peu, comment dire, idéalistes de la nature ou des animaux, etc. Il faut aussi faire très attention à cette idée-là. Et Épicure, par son matérialisme, excusez-moi, nous invite à nous méfier de ce genre de conception de l'écologie. Alors, le dernier sujet, hein, le dernier thème, comme je vous l'ai dit, ça n'est pas un philosophe, c'est un mouvement philosophique qu'on appelle le scepticisme, euh, dont j'ai déjà parlé, enfin justement, dont je viens de parler à l'occasion d'Épicure et de son matérialisme. Pourquoi le scepticisme? Parce que, alors, ça n'est pas propre à l'écologie, hein, mais ça me semble toujours important de le rappeler. Il faut rester sceptique, en particulier dans les sujets philosophiques. Alors, bon, je ferai une vidéo sur le scepticisme, parce que pour moi, c'est un sujet vraiment très important. Mais le scepticisme, alors, ça n'est pas la méfiance, ça n'est pas la défiance, ça n'est pas le soupçon. C'est une attitude philosophique qui nous invite à toujours prendre du recul par rapport à ce qui est affirmé et à se poser la question de qu'est-ce qui permet de dire cela ou qu'est-ce qui permet d'affirmer cela. Comme tous les mouvements philosophiques, ou politiques surtout, hein, comme tout problème politique, toute attitude politique, l'écologie est manipulée par des lobbies quelconques, enfin des lobbies au sens anglo-saxon, c'est-à-dire des lobbies industriels, mais aussi des lobbies associatifs, hein, des gens qui veulent nous faire croire certaines choses. Hein, il y a donc par des lobbies politiques. Enfin bon, je veux désigner ni personne, ni faux, parce que bon, après ça, on rentre dans un débat justement politique, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais il faut avoir une attitude de recul et toujours se poser la question, qu'est-ce qui permet de dire ça? Voilà. Quelles sont les sources? Aller vérifier les sources, etc. Donc ce que je disais tout à l'heure par rapport à Aristote, chercher des sources scientifiques fiables, et des sources scientifiques fiables, ça n'est pas juste la parole d'un scientifique. Les scientifiques aussi peuvent être des militants engagés et parfois dire des choses un peu approximatives, hein. Donc, c'est pas la même chose. Quand un scientifique parle, ça n'est pas forcément de la science. Il faut faire attention à ça. Donc voilà, chercher, même quand un scientifique dit quelque chose, savoir, euh, est-ce que c'est paru dans une revue, voyez, scientifique, ou est-ce que c'est juste une affirmation comme ça, c'est qui est son opinion. Faut vraiment être aussi sceptique, même quand on est convaincu, comme je le suis par exemple, sur la réalité des problèmes écologiques. Il faut malgré tout faire attention à ce qu'on nous dit, et encore une fois, faire attention à ce que tout le monde dit. Il ne s'agit pas de viser uniquement une partie. Hein, vous voyez, il ne faut pas être sceptique juste sur ce que disent, par exemple, les industriels, et penser que tout ce que disent les scientifiques et les militants écologistes est vrai. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà, donc, s'intéresser aussi au scepticisme comme source d'esprit critique, on va dire, hein, pour utiliser une expression plus moderne. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vais vous faire une petite bibliographie. Alors, c'est les livres que je vous ai montrés, enfin, essentiellement. Héraclite, donc les fragments. Alors, je vous conseille ce livre, je le trouve vraiment extraordinaire. C'est la traduction de Marcel Conche. Ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, si vous vous intéressez à Héraclite, c'est qu'il y a à la fois, bien entendu, un commentaire philosophique, hein, vous voyez, enfin, je prends un exemple, je sais pas, je vous montre comme ça, je ne sais pas si vous verrez bien, mais vous avez à la fois le fragment, alors le fragment peut être très court, hein, voilà, et puis après vous avez plusieurs pages de commentaires, hein, donc ça c'est à la fois un commentaire philosophique et aussi un commentaire philologique
c'est-à-dire qu'il vous explique comment nous est parvenu ce fragment. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, d'essayer de comprendre comment nous sont parvenus les textes des anciens, des Grecs. Aristote, bon, je vous ai tout à l'heure montré l'éthique à Nicomaque ou les politiques, mais par rapport au sujet dont je vous ai parlé, la phronésis, je vous conseille ce livre de Pierre Aubanque, La prudence chez Aristote. C'est vraiment un excellent livre, c'est un livre de référence sur le sujet. Donc, la prudence selon la phronésis, la fameuse phronésis. Épicure, bon, il y a beaucoup d'ouvrages. Là, j'ai pris l'édition chez Garnier-Flammarion, je la trouve bien faite. Je vous mettrai, comme toujours, hein, je vous mets des liens dans les descriptions. Oui, je trouve que les éditions Garnier-Flammarion sont plutôt bien faites. Donc il y a des traductions, bien sûr, et puis il y a des textes de présentation, des notes et tout ça. Franchement, c'est du bon travail. Le scepticisme, là, j'ai pris cet ouvrage aussi chez Garnier-Flammarion, excusez-moi. C'est un recueil de textes recueillis par Thomas Benatouille sur le scepticisme. Donc, ça n'est pas juste le scepticisme chez, par exemple, chez Sextus Empiricus ou Carnéade ou Pyrrhon, qui n'a rien écrit, mais bon. Ou même il y a vraiment aussi des auteurs plus modernes comme Hume, Husserl, Russell aussi, je pense, Wittgenstein. Enfin, vous voyez, il y a tout au long de l'histoire des textes sur le scepticisme. Bon, encore une fois, je ferai une vidéo sur le scepticisme, qui s'intitulera sans doute L'esprit du scepticisme. Mais bon, vous pouvez commencer avec cet ouvrage. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous remercie bien sûr de l'avoir écoutée. Si elle vous a intéressé ou si elle vous a appris des choses, n'hésitez pas, bien entendu, comme d'habitude, à la récompenser d'un petit pouce vers le haut, à la partager avec vos amis ou vos relations. N'hésitez pas surtout aussi à mettre des commentaires pour me dire, bon, qu'est-ce que vous pensez de cette approche d'essayer de réfléchir à l'écologie à travers des auteurs antiques, donc qui n'étaient pas confrontés, on va dire, à cette question cette question écologique. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.